Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour commencer ce cœur de patrimoine, on va s'intéresser, je vous le disais, au marché financier en accueillant Séverine Piodeval. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, présidente fondatrice de vifargent.io, plateforme, on dit, c'est ça, de gestion thématique, de conseils en allocation. Tout à fait. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Fin d'année, avec, dans cette fin d'année, un éléphant dans le magasin de porcelaine, on va dire, Donald Trump élu ou réélu en fonction. Et depuis ces quelques semaines, on a eu beaucoup de nominations, beaucoup de communication, et on commence peut-être à mieux interpréter, comprendre, discerner ce que nous réserve ce second mandat de Donald Trump, et notamment de regarder quels vont être les impacts sur ce qui concerne la croissance, l'inflation, etc., parce que tout est bien évidemment imbriqué, et y compris la Fed, etc., etc. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu ce retour de Donald Trump ? Comment les marchés l'appréhendent-ils ? C'est tellement imbriqué qu'effectivement, on a un peu de mal à chiffrer à ce stade. Si on commence peut-être par... donc, il y a trois grands sujets. Il y a les taxes à l'importation, la question de l'immigration et les baisses d'impôts. Si on commence par les taxes à l'importation, parce qu'il y a eu quelques annonces la semaine dernière. Il y en a eu 3, en gros. Donc, d'abord, ce 25%, on ne sait pas très bien d'où il sort, sur le Mexique et le Canada, 10% sur la Chine. On ne sait pas très bien si ça s'additionne à ce qui avait été communiqué auparavant, si ça le remplace. Alors, pour mémoire, le programme, c'était 20% de droits de douane pour tout le monde et 60% pour la Chine. Là, on est à 25% sur le Mexique et le Canada, qui tous les deux manifestement ont l'intention de rétorquer. Le ton est un petit peu monté. La Chine a été un peu plus soft, mais elle réagira également. Et il y a eu 2 autres annonces qui sont de près ou de loin liées à ces taxes à l'importation. Il y a eu la nomination de Jamieson Greer comme attaché commercial. Mmh. C'est un membre de l'ancienne équipe et c'est un farouche anti-Chine. Et puis le troisième élément, ça a été l'annonce... les menaces, concrètement, samedi de Trump contre les pays, les BRICS, qui voudraient se passer du dollar. Et c'est vrai que quand Trump a commencé son premier mandat, le dollar, c'était 65% des réserves mondiales. Maintenant, on n'est plus qu'à 58%. Et donc, c'est quand même plutôt rassurant parce que ça veut dire que sur ces droits de douane, qui sont un gros risque pour la croissance, il est quand même conscient du fait qu'il a 36 trillions de dettes à financer, son programme en rajoute 20. Et donc, il faudra peut-être être un peu moins ambitieux que ce 20-60. C'est vrai, vous avez rappelé les 3 grandes thématiques de ce programme, que ce soit sur la guerre commerciale, on va dire, que ce soit sur l'immigration et la déportation, entre guillemets, de tous ceux qui n'ont pas voie à rester. Et puis, effectivement, également, les histoires de trajectoire, etc. Tout ça, quand on regarde... ça ramène quasiment à un seul concept, c'est l'inflation. Or, Donald Trump a fait toute sa campagne en disant les autres ont mal géré l'inflation, et on a l'impression que effectivement il a été élu pour arranger la fin du mois avant de s'occuper de la fin du monde, comme l'a un petit peu dit tout le monde. Aujourd'hui, on se dit comment ça va être possible. Enfin voilà, comment est-ce que les marchés peuvent digérer l'ensemble de toutes ces annonces avec l'idée inévitable que ça va générer de l'inflation, et que donc ça va gêner la Fed, et donc... Oui, vous avez raison, les 3 mesures sont inflationnistes, et donc le solde de tout ça... On a plus d'estimations sur la croissance que sur l'inflation. Donc sur la croissance, on a des estimations qui sont de l'ordre de 1,7-1,6% en négatif en raison de la guerre commerciale, et ou vous disiez des déportations, de la politique anti-immigration. Je citais plutôt les propos de... Mais donc, on a des estimations à moins 1,6, moins 1,7. Sur l'inflation, on a le précédent donc de son premier mandat, un peu difficile à calculer sur la fin puisqu'il y a eu le Covid, mais c'était 0,1%, donc négligeable, mais c'était aussi pas grand-chose en termes de hausse des droits. Là, on voit des estimations qui vont, pour le Peterson Institute, jusqu'à 4 ou 6%. Donc oui, net, je pense pas qu'on ira jusque-là, mais net, c'est positif de l'ordre de, je dirais que le consensus est autour de 0,5% pour la croissance. Et effectivement, plus d'inflation et donc un travail un peu plus compliqué pour la Fed.
Sachant qu'il y a plein d'autres effets collatéraux. On a cette augmentation de la dette, on a les mesures d'économie d'Elon, dont on voit mal ce qu'elles vont donner, notamment sur le front de l'emploi, parce que 20% de la création d'emplois cette année, c'est la fonction publique. Il y a toute la problématique clean tech qui a été aussi un gros facteur d'emploi ces dernières années. Ouais. A priori, il n'est pas très ESG compatible, Trump, mais d'un autre côté, les grands plans des grandes usines propres, etc., concernent pas mal de districts républicains, donc on imagine qu'il ne va pas forcément tout couper tout de suite. Je pense surtout qu'il faut vraiment dissocier le discours qui est volontairement très clivant et navrant globalement, des actes dont on peut espérer qu'ils seront un peu... Et simplement, pas parce que il sera particulièrement tolérant ou quoi que ce soit, mais simplement parce que il est très attentif au marché. Des taux à 5%, c'est négatif pour toutes les classes d'actifs. Et donc, on peut espérer qu'il y aura un peu de retenue. Justement, les marchés, depuis, j'ai envie de dire quasiment des décennies maintenant, une bonne grosse décennie, ils sont drivés, pilotés, calmés, chouchoutés, on emploiera le mot qu'on voudra, par les banques centrales. Et là, cette histoire de programme, cette crainte de l'inflation, d'un retour ou d'une amplification de l'inflation, ça vient se heurter de plein fouet avec la belle stratégie construite par la Fed, imaginée et validée par les marchés, avec en plus tout ce qu'on sait d'animosité qu'il peut y avoir entre le patron de la Fed censé être indépendant et Donald Trump qui a laissé même entendre que s'il fallait changer la loi pour qu'il soit moins indépendant, on changerait la loi. Oui, alors je pense que le patron de la Fed effectivement est indépendant et qu'il l'est jusqu'en mai 2026, mais c'est demain matin. Et après, effectivement, la Fed réussissait à piloter un atterrissage en douceur. Là, ça va être un peu plus compliqué. Les marchés anticipent déjà beaucoup moins de baisse de taux dans l'année à venir. Oui, ça va être plus difficile à piloter. Comment est-ce qu'on doit le jouer, du coup, ce scénario ? Est-ce qu'on peut jouer ce Trump ? Comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? Comment est-ce que vous le dessinez ? Alors, une forme de Trump trade, peut-être. Oui, alors les Trump trades, effectivement, on les a vus. On peut en garder certains. Je pense que d'autres sont plus risqués. Je pense qu'on peut jouer sans grande crainte le thème des relocalisations, qui est un thème qui est vraiment très local, entre guillemets, au sens où c'est la seule zone géographique qui met vraiment en œuvre une politique de relocalisation. Donc ça, c'est voué à perdurer. Par ricochet et pour d'autres raisons qui sont que les baisses de taxes vont impacter plus les small mid et qu'une éventuelle hausse du dollar les impacte moins, on peut jouer donc les small mid cap américaines, on peut jouer le S&P equal weight puisque là aussi les big techs n'ont pas grand chose à gagner côté impôt et plus à perdre côté dollar et encore plus côté supply chain asiatique. Donc voilà, on peut aller sur ce genre de thème. Après, on n'est pas obligé de rester. Je pense que c'est pas inutile de se poser la question de savoir si autant et c'est pas quelque chose qui était recommandable depuis longtemps. Ça ne mérite pas une petite allocation supplémentaire sur d'autres zones, c'est-à-dire de baisser un petit peu la part des US et peut-être d'aller sur le Japon qui est assez isolé. Qui est relativement isolé par rapport aux autres de toute cette agitation, en faisant attention aux yens, donc peut-être sur des domestiques japonaises. On peut vouloir être carrément contrariant, c'est-à-dire se dire que finalement il n'y aura pas 60% de droits de douane sur la Chine. Et que donc et en plus qu'il y a jouer que l'éléphant ne cassera pas trop de il y a un plan de relance en suspens qui arrivera peut-être après des annonces et donc comme le marché a quand même massivement sous-performé, qu'il est raisonnablement décoté, ça vaut peut-être la peine de tenter un peu donc le scénario 2025 finalement il est plutôt favorable aux actions ? Globalement, avec prudence dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir beaucoup de volatilité. C'est-à-dire que entre la communication, qui une fois encore n'est pas, on l'espère, n'est pas la réalisation finale, mais entre la communication et puis il n'y a pas que Trump.
On a vu émerger des petits doutes sur l'intelligence artificielle à court terme, c'est-à-dire sur les applications commerciales. Je pense qu'à long terme, il n'y a aucun doute. Mais à court terme, il y a une petite transition peut-être. Il y a une petite transition chez Nvidia. Elle se passera peut-être très bien, mais de Hopper à Blackwell, on a théoriquement quand même que les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, voilà. Donc une petite transition peut arriver. Voilà. Ouais. Juste pour terminer, Séverine Piodeval, il y a un actif qui a largement fait la une avec Trump, c'est le Bitcoin. Comment vous le regardez, cet animal-là ? Alors, oui, c'est le grand gagnant des élections. Je le regarde en me disant que c'est un actif, certains contesteraient, mais c'est un actif qu'on ne peut pas valoriser puisqu'il n'a pas de cash flow, pas de loyer, etc. Donc, son prix dépend uniquement de l'offre et de la demande. Et si on regarde ce qui a été dit ces derniers mois, donc l'offre, on la connaît, c'est 21 millions à terme, point. Il y en a 19,5, je crois, au tenté. Il y en a 75%, enfin là-dedans, il y en a 75% qui ne changent jamais de main ou qui ont été perdus. Donc on a un marché qui est très étroit et dans lequel on vient de dire avec le Bitcoin Act qu'il y avait 800 000 bitcoins. Si la loi passe, qui est tout sauf sûr, mais si la loi passe, il y a 800 000 bitcoins à acheter pour les réserves américaines. Et il y a MicroStrategy qui a annoncé qu'il en a acheté aussi dans les prochaines années 400 000. Donc vous avez un marché qui doit représenter, y compris ce qui reste à émettre, entre guillemets, ou à miner. Voilà. Vous avez un marché qui doit représenter à peu près 6 millions de bitcoins, sur lequel on vient de vous annoncer qu'il y avait 1,2 million d'achats devant. C'est très porteur, mais si le Bitcoin Act ne passe pas, ça peut être... Et ce qui est un peu inquiétant sur ce marché, c'est qu'il est très, très leveragé. C'est-à-dire que vous avez un effet de levier chez MicroStrategy, vous avez des ETF leveragés sur MicroStrategy, ça fait beaucoup de levier. Bon. Ça marche à la hausse comme à la baisse. On le regarde, mais il faut rester prudent. Après, je pense que c'est pas du tout aberrant d'avoir du Bitcoin dans une allocation à long terme. C'est aussi peu aberrant que d'avoir de l'or, du vin, des montres. Mais autant je pense qu'il faudra être un peu prudent sur la loi en question. C'est pour ça que Radio Patrimoine parle de tous les actifs. Merci beaucoup d'être passé, Séverine Piodeval, donc pour vifargent.io. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine. À très bientôt. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.